On continue, s'il vous plaît. Je vous ai dit que vous m'entendez. Oui, Euh, L'arrêt cardiaque, la réanimation ou les étapes d'un arrêt cardiaque, de la réanimation cardio-respiratoire, d'un arrêt cardiaque est différente d'un témoin, d'un secouriste, d'un infirmier, d'un médecin. Mais elles se réunissent par le respect d'une chaîne de survie bien codifiée. Donc, je vous ai dit que l'arrêt cardiaque, c'est l'interruption de la pompe cardiaque qui a comme retentissement l'absence de circulation et l'anoxie cellulaire. Le plus touché, c'est le cerveau, bien sûr. Et toute seconde compte. Il y a deux mécanismes, la fibrillation et la systolie. Et ça s'accompagne d'un arrêt de la respiration et d'une perte de connaissance. Cette, cette triade, c'est-à-dire le problème cardiaque, problème respiratoire et problème neurologique, donc on va faire en quelque sorte comment je pose le diagnostic d'un arrêt cardiaque et l'absence de réanimation ou d'intervention face à ces trois détresses aboutit au décès du patient. Donc, vous regardez là un ECG normal avec des complexes QRS fins, une onde P, une onde T bien individualisée, c'est-à-dire qui correspondent à une systolie, c'est-à-dire l'expression mécanique, c'est une systole et une diastole. Vous voyez ici une fibrillation, c'est-à-dire que le cœur est en train de faire des mouvements, des petits mouvements, il fibrille, mais sans systole. C'est l'équivalent d'une asystolie. Vous voyez aussi, c'est une fibrillation. Là, c'est une asystolie, l'absence d'activité électrique qui s'accompagne d'une absence d'activité mécanique. Vous voyez ici le premier tracé, une activité normale avec une systole et une diastole à gauche. Le deuxième, c'est une activité irrégulière désorganisée, c'est la fibrillation. Et le cœur, il bouge, mais sans systole ni diastole. Donc, c'est l'équivalent d'une asystolie, qui est au troisième plan, où il n'y a pas d'activité, un tracé plat. Et sur le plan mécanique, un cœur qui est figé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation. La pompe ne fonctionne plus. Le diagnostic d'un arrêt cardiaque est un diagnostic simple. Il peut être réalisé en 2-3 secondes. Donc, il est porté par toute personne avec notion de secourisme. C'est un patient inconscient, réactif, apnéique. Vous voyez ici qu'on n'a pas parlé de pouls ou d'activité cardiaque. On va voir pourquoi. Les signes cliniques, c'est une perte de connaissance, absence de réactivité, absence de pouls central, carotidien et fémoral, l'absence de ventilation, arrêt respiratoire dans les 30 à 60 secondes après un arrêt cardiaque. Je peux avoir un arrêt cardiaque, le malade continue à faire une respiration, puis il va faire donc une respiration inefficace, puis donc on n'aura plus de mouvement respiratoire. L'absence de pouls, les pupilles qui sont en mydriase 1 à 3 minutes après l'arrêt cardiaque. C'est un signe de souffrance. Comment je peux faire une réanimation cardio-respiratoire? Je dois suivre un algorithme décisionnel. L'algorithme décisionnel s'établit en 3 étapes. La fonction respiratoire, cardio-circulatoire et la fonction neurologique. J'ai un malade, je suis face à un malade qui est tombé par terre. Le premier réflexe, c'est d'aller le stimuler. Donc, réponse, je recherche une réponse. Monsieur, ça va? Si oui, il me dit ça va. Donc, il n'est pas, il n'est pas en arrêt cardiaque. Si il ne répond pas, je dois appeler ou faire appeler de l'aide, et donc passer au deuxième paramètre, qui est la ventilation, voir s'il respire ou pas. S'il respire, il n'est pas en arrêt cardiaque, une respiration normale, plus ou moins normale, il n'est pas en arrêt cardiaque. S'il ne respire pas, donc je dois rechercher le troisième paramètre et entre-temps déclencher l'alerte, c'est-à-dire appeler de l'aide, c'est-à-dire voir les signes de vie, s'il y a une activité cardiaque ou pas,
Et dans ce cas-là, si elle a eu un pouls, il n'est pas en arrêt cardiaque. S'il n'a pas de pouls, donc il est en arrêt. J'ai posé le diagnostic. Je commence donc par lancer l'alerte et commencer ma réanimation. Le diagnostic est donc c'est l'état de conscience, la respiration et le pouls. Je vous ai mis le pouls en rouge, donc c'est pas donc la recherche de pouls ne doit pas être, par exemple, si on parle d'un arrêt cardiaque qui doit être pris en charge par un témoin ou une personne hors corps médical qui a des notions de secourisme, la recherche de pouls peut retarder le diagnostic. Souvent, on a tendance à confondre le pouls capillaire avec le pouls carotidien. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'expérience, il peut mettre le pouls au niveau carotidien, il va sentir son pouls capillaire, et il va dire que le malade n'est pas en arrêt, donc il ne va pas faire la réanimation. C'est pour ça que la recherche de pouls doit être réservée pour le personnel médical et paramédical ou les gens qui ont des notions de secourisme. Une personne qui n'a pas de notion de secourisme, donc on ne demande pas de chercher le pouls. Généralement, c'est l'absence de conscience de respiration, hein, donc déclencher l'alerte et commencer les manœuvres de réanimation. La chaîne de survie est presque identique, que ce soit en milieu intra-hospitalier ou en milieu extra-hospitalier. La différence, c'est une différence de prise en charge. En intra-hospitalier, on a tout est à portée de main, donc c'est les médicaments, les défibrillations rapides. En extra-hospitalier, je commence la réanimation, la défibrillation. Comme je vous ai dit que les défibrillateurs semi-automatiques se trouvent dans les grandes surfaces pour faciliter cette réanimation, le transport médicalisé, et après, donc, on aura les deux volets qui se ressemblent, que ce soit en intra ou en extra-hospitalier. Commençons par le probable arrêt cardiaque. Il y a une personne qui est par terre. Probablement, il y a un problème. Je dois appeler de l'aide, c'est-à-dire une tierce personne pour m'aider. Et entre-temps, donc, appeler le SAMU. Donc, on doit tous connaître le numéro des SAMU, donc c'est important. En attendant, il ne faut pas oublier de commencer les gestes élémentaires de survie. Quels sont les gestes élémentaires de survie? Les gestes élémentaires de survie, donc on les a depuis plusieurs décennies, on les a résumés en A, B, C. A, airway, c'est-à-dire libération des voies aériennes. B, breathing, c'est-à-dire ventilation. Et C, circulation, c'est-à-dire le massage cardiaque externe. Si on veut avoir une petite idée sur l'historique de la réanimation, on va s'apercevoir que notre réanimation cardio-respiratoire actuelle, elle date de plusieurs siècles. En 1793, il y a un médecin anglais qui a décrit la première fois une manière complète d'assistance respiratoire et qui la désigne comme la seule méthode efficace. Puis, il y a en 1900, donc on a décrit un massage cardiaque au cours d'une intervention. Puis, au cours des guerres de Napoléon, son chirurgien qui a mis en place un protocole de réanimation. Et ce protocole de réanimation c'est celui qui est à la base de nos protocoles de ABC actuels. Donc, c'est notre protocole de réanimation de chaîne de survie actuelle. Airway, c'est-à-dire libération des voies aériennes. Si le malade tombe par terre, donc il a une tendance à avoir une chute de la langue. On peut pallier à cet incident ou cette complication par un simple mouvement de la tête. Donc, on va bousculer la tête, on va faire une hyperextension et on va appliquer les mâchoires inférieures contre les mâchoires supérieures. Et dans ce cas-là, on aura
une libération des voies, le carrefour, c'est ce carrefour de l'air qui sera libre. Donc, ça va permettre le passage de l'air. Vous voyez ici, c'est une subluxation de la mâchoire inférieure. Les mouvements, donc un mouvement encroché au niveau des mâchoires de la maxillaire inférieure. Donc, bien appliqué contre le maxillaire supérieur, on aura une libération des voies aériennes, bien sûr, avec une hyperextension de la tête. Le massage cardiaque externe, c'est bien codifié. Ça doit se faire sur un plan dur, sur le dos, c'est-à-dire un plan dur pour que ce soit efficace. Ça ne doit pas se faire sur un matelas. Les mains au milieu du thorax, entre les deux mamelons, à une fréquence à peu près 100 battements par minute. L'opérateur doit être en position verticale, c'est-à-dire par rapport les épaules verticales par rapport au thorax de la victime, les bras tendus, le poids du corps, c'est-à-dire de l'opérateur ou du secouriste sur les mains, il va exercer une force, donc il va comprimer le cœur entre le sternum et le rachis, donc ça va provoquer le mouvement de sang, c'est-à-dire le passage du sang dans la grande circulation et la petite circulation. Et ceci va assurer à peu près 30 à 40% d'un débit normal, 5% d'un débit coronaire normal et 2% d'un débit cérébral normal. Donc, on aura une souffrance, mais on va essayer d'assurer un minimum de circulation. Ces chiffres de 30, 45 et 2% ne vont pas assurer un métabolisme adéquat, mais en attendant la récupération de l'activité cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ne soit déclenché. Il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer c'est-à-dire les manœuvres de réanimation. La plus célèbre, c'est la théorie de la pompe cardiaque, c'est-à-dire il y a les valves sont continentes, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'incontinence. Incontinence, c'est relâché, donc c'est un malade qui peut pas se retenir. Continent, ça se retient. Ça se retient dans les cavités. Au moment où je fais un massage cardiaque, donc ça va aller dans un sens bien précis, dans la grande circulation, dans la petite circulation. La petite circulation, ça va s'oxygéner. Dans la grande circulation, ça va prendre le sang oxygéné vers la cellule. Comme je vous ai dit, le massage cardiaque, ça doit se faire sur un plan dur, les mains au milieu du thorax, entre les deux mamelons, non pas à gauche. Donc, si je vais mettre les mains d'un côté, c'est-à-dire donc du côté du mamelon gauche, je vais provoquer une fracture des côtes, une fracture au niveau. Donc, c'est un point c'est un point de fragilité, c'est un point faible au niveau de la jonction entre les côtes et le sternum. Donc, ça doit se faire au niveau du sternum. Les bras tendus, donc j'aurai 4 cm de dépression du sternum avec donc à peu près 100 compressions par minute. Quel que soit un opérateur ou deux opérateurs, le rythme est fixe, c'est-à-dire 30 compressions thoraciques, 30 massages pour 2 insufflations. L'amélioration du massage cardiaque, donc compression et insufflation synchrone pour un patient intubé, la compression abdominale intermittente pour un patient intubé intra-hospitalier, la compression et décompression active par les ventouses cardiopompes, c'est-à-dire un appareil qui est en cours d'utilisation dans certains pays. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, que la réanimation, c'est l'être humain qui doit la faire d'une façon correcte pour avoir un résultat correct. Les complications d'un arrêt cardiaque, c'est des complications osseo-articulaires, c'est-à-dire complications des lésions thoraciques, des lésions abdominales, des lésions pulmonaires et des lésions des voies aériennes supérieures. Vous voyez que les lésions thoraciques sont au premier plan. Une réanimation bien faite, c'est-à-dire en respectant les recommandations, on va diminuer ces lésions. Un arrêt cardiaque
est une succession d'étapes, c'est une succession de maillons qui va constituer une chaîne. Un maillon accordé à un deuxième maillon, accordé à un troisième maillon. La finalité, c'est une chaîne. Euh, Commençons par l'appel, c'est-à-dire l'alerte ou l'appel de l'aide, tierce personne au SAMU. Entre-temps, je dois commencer ma réanimation. Je dois mettre un défibrillateur à côté, donc c'est-à-dire je vais mettre les patchs, un défibrillateur. Donc c'est un petit appareil comme le CG, il va détecter le trouble du rythme, il va déclencher une défibrillation. Il va provoquer un petit courant électrique, donc, le cœur va récupérer. Et en attendant, j'appelle le SAMU. Cette réanimation s'applique aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, avec des différences plus ou moins d'ordre physiologique. Un arrêt cardiaque, c'est un arrêt mécanique du cœur, mais plus de 90% des malades gardent pendant quelques minutes une activité électrique. Donc, je parle d'une fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire, il y a une activité électrique, mais le cœur, il n'y a pas d'expression mécanique. C'est cette courbe, c'est-à-dire une fibrillation. Dans ce cas-là, je dois mettre un défibrillateur, c'est-à-dire un courant électrique au niveau de l'apex, au niveau sous-sternal, au niveau sous-claviculaire, pardon, au niveau de l'apex. Donc, je vais provoquer une défibrillation. Une défibrillation. Le principe de la défibrillation est simple. Je vais provoquer un choc électrique qui va pallier tout le muscle cardiaque et va mettre toutes les cellules au même niveau et ça va redémarrer ensemble. La fibrillation, donc la fibrillation et la tachycardie ventriculaire, c'est les rythmes choquables les plus rencontrés au cours d'un arrêt cardiaque. La dépolarisation d'une masse critique suffisante du myocarde. Le premier choc se fait à 200 joules, le deuxième 200 à 300 et le troisième 360 joules. Les électrodes sont placées en sous-claviculaire droit et au niveau de l'apex, c'est-à-dire la pointe du cœur, avec une patte conductrice pour éviter les, les, euh, pour éviter c'est-à-dire pour éviter les brûlures. Donc, je suis en train de lire accepter les étudiants en salle d'attente. Je ne sais pas, je vais les accepter. Une minute. Euh, D'accord. Donc, je vais admettre tout le monde. Ok. Donc, je continue. La défibrillation, après la défibrillation, on a le volet respiratoire. L'objectif de cette deuxième étape de ma réanimation, c'est d'apporter l'oxygène au sang. C'est-à-dire, je vais faire circuler un sang qui doit être rempli d'oxygène pour qu'il arrive aux cellules. Donc, il va assurer un métabolisme ou l'oxygénation du cellule. C'est l'apport d'oxygène le plus tôt possible. Ça doit se faire soit par un ballon, soit par le bouche à bouche, bouche à nez, par une intubation, par un ballon, c'est-à-dire un ballon et un masque, ou par un tube qu'on doit mettre au niveau de la trachée, avec une protection des voies aériennes, avec une FiO2 à 100%, c'est-à-dire à 1, une fréquence à 12, un volume courant assez important à 10 millilitres par kilo. Euh, et ceci pour l'objectif et la finalité de cette étape est de remplir le sang d'oxygène. Euh, Après A, c'est-à-dire libération des voies aériennes, B, c'est-à-dire breathing, c'est-à-dire la ventilation, les différentes étapes de la ventilation, que ce soit bouche à bouche, bouche à nez, massage, donc ventilation par un masque, ventilation après intubation
orotrachial. Euh, le massage cardiaque qui doit être bien fait, l'opérateur au-dessus du malade, les épaules verticales par rapport au thorax, les coudes tendus, donc à peu près à 100 battements, à 100 compressions par minute. On passe au volet, c'est-à-dire médicamenteux. On doit prendre rapidement une voie veineuse, donc la voie veineuse périphérique de première intention. La voie centrale est plus dangereuse, elle doit être réservée dans certaines situations, elle nécessite une certaine expérience, donc pour éviter d'aggraver les lésions. Si je dois mettre un abord périphérique, c'est pour administrer une solution et un médicament. Le remplissage doit être obligatoire, donc ça doit se faire exclusivement par des cristalloïdes, c'est-à-dire le sérum salé, jamais de glucosé en matière d'arrêt cardiaque, puisque le malade est en acidose lactique. Si je rapporte le sucre, je vais aggraver en plus ce trouble acido-basique. Donc je dois donner du salé. En même temps que l'hyperglycémie va aggraver l'acidose cérébrale. Donc, ce glucosé est contre-indiqué. Et est à éviter en cas d'arrêt cardiaque. La base de la réanimation en matière de remplissage, c'est le salé, sérum salé. Je dois donner le médicament. Le principal médicament, c'est l'adrénaline. C'est le médicament de base vasoconstricteur. Il augmente l'efficacité du massage cardiaque, il augmente le débit coronaire, il augmente le débit cérébral, donc c'est notre objectif. On peut donner selon deux protocoles, soit 1 mg toutes les 3 minutes ou 3 mg toutes les 5 minutes. Mais ça dépend ça dépend des ça dépend des habitudes de chaque service. Généralement, c'est un protocole 1 mg toutes les 3 minutes. Aucune étude n'a démontré l'efficacité des solutions sérum bicarbonaté. Il reste 3 indications. L'acidose métabolique préexistante, c'est-à-dire un malade qui a un problème d'acidose préexistante, l'hypercalémie et l'arrêt prolongé. Ou aussi de l'intoxication par des produits acides. Donc, ça peut nécessiter l'administration de sérum bicarbonaté à raison de 1 millimol par kilo toutes les 10 minutes. Les antiarythmiques, en matière d'arrêt cardiaque, les antiarythmiques, on parle beaucoup plus de l'amiodarone, de la cordarone, à 300 mg en IV, puis 150 mg, qui a une efficacité démontrée. La lidocaïne, à 1 mg par kilo, 1 mg à 1 mg et demi par kilo, efficacité non démontrée. Donc, si vous allez penser à donner un antiarythmique, donc on a le choc externe, et pensez à donner la cordarone. La cordarone, c'est le médicament qui a l'efficacité la plus démontrée. Il y a aussi d'autres médicaments qu'on peut administrer en cours d'un arrêt cardiaque, on a à savoir l'atropine. Les UPREL n'a pas d'indication, le calcium n'a plus d'indication, sauf au cas d'intoxication par les inhibiteurs calciques ou aussi l'entraînement électrosystolique, c'est-à-dire le pacemaker. C'est-à-dire, je vais mettre un pacemaker, il n'a pas d'intérêt en cas d'un arrêt cardiaque. Si j'interviens, si je fais une intervention, si je fais une manœuvre, je dois la surveiller. Le monitorage par un scope, c'est-à-dire l'activité électrique, par la tension artérielle, par la SpO2 et par la pression téléexpiratoire de CO2, c'est-à-dire la capnie, l'élimination du CO2 par le malade. Le monitorage, la capnométrie, c'est la meilleure valeur pronostique des arrêts cardio-respiratoires.
c'est un appareil qui va détecter le CO2 éliminé dans l'expiration du malade. C'est-à-dire le malade va rejeter à l'inspiration, elle va inspirer de l'oxygène, à l'expiration, elle va expirer du CO2. Il y a un appareil qui va détecter cette expiration de CO2 et indirectement, j'apprécie l'efficacité de ma réanimation. Si je réanime, je dois apporter de l'oxygène. L'oxygène va aller au niveau de la cellule. Au niveau de la cellule, il y a un métabolisme, cycle de Krebs, élimination de CO2, il sera éliminé. Plus j'ai une élimination de CO2, plus je me mets en tête qu'il y a un métabolisme cellulaire. Donc, il a une valeur pronostique. L'arrêt cardio-respiratoire, quand est-ce que je l'arrête un arrêt cardio-respiratoire? Ça dépend de la durée, ça dépend de l'état neurologique et ça dépend des antécédents. Une asystolie de plus de 30 minutes à température normale peut motiver l'arrêt d'une réanimation. Je parle ici d'une température normale. En cas d'hypothermie, je dois continuer la réanimation, donc ça peut aller plusieurs heures. Évolution et complications. En matière d'arrêt cardiaque, j'aurai trois issues. Je réanime un malade, j'aurai trois issues. Soit j'aurai une récupération sans séquelles, donc c'est le numéro 3, c'est-à-dire un malade qui récupère normalement, sans séquelles. Dans ce cas-là, c'est un malade c'est un malade c'est une réussite, c'est-à-dire c'est un malade qui récupère une vie sociale et professionnelle normale. C'est la réussite. Le deuxième point, c'est un malade qui récupère, mais avec une grande souffrance, ou une grande dysfonction cérébrale, neurologique, ou une défaillance multiviscérale. Ça passe, exemple, c'est un malade qui récupère une activité cardiaque et respiratoire, mais il est comateux. Dans ce cas-là, c'est un échec partiel. Et l'échec total, c'est-à-dire c'est un malade qui ne récupère pas, c'est le décès. Donc, c'est la grande mortalité. La chaîne de survie, c'est une chaîne. Vous voyez ici, c'est des maillons, des anneaux bien structurés, c'est-à-dire bien liés. C'est l'appel, c'est-à-dire l'alerte, la réanimation, la défibrillation, et c'est-à-dire le traitement médicamenteux et le transport, le SAMU. Normalement, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser ou bien écrire dans conversation. Mais j'attire votre attention sur un détail. Il faut respecter les recommandations A, B, C et faire la réanimation, les manœuvres de réanimation dans un ordre bien précis. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, s'il vous plaît. Comme ça, je vais vous répondre et je vais vous, pendant 2, 3 minutes, je vais vous rapporter une scène, un incident qui s'est déroulé dans notre service. Il y a 2 semaines, il y avait un monsieur qui était venu rendre visite à sa femme, donc hospitalisée pour une fracture. Au couloir, donc en montant les escaliers, il a dit il dit à son fils qu'il a une brûlure sternale. Donc au moment où il arrive au service, il tombe dans le couloir. Donc on nous appelle, il y a un malade qui va pas bien. Donc à notre arrivée, c'est un malade qui est par terre. Je suis arrivé, je trouve un malade donc, inconscient. Monsieur, il répond pas. Donc la respiration, une respiration de gaz. Une respiration de gaz, c'est une respiration comme le poisson. Si on le fait sortir de l'eau, donc il va une respiration,
Une respiration, donc, appel de l'air. Troisième point, donc le pouls, la recherche de pouls. En matière de donc, la recherche de pouls au niveau carotidien, au niveau fémoral. On n'a pas trouvé de pouls, donc c'est un malade qui fait un arrêt cardiaque. Il faut mettre le malade sur le dos. Donc, le massage cardiaque, commencer un massage cardiaque. Libérer les voies aériennes, donc appeler de l'aide, commencer le massage cardiaque. Prise d'un abord, donc mettre le salé et commencer l'adrénaline. Entre-temps, il faut ramener le défibrillateur, mettre un défibrillateur pour voir est-ce que le malade représente un rythme choquable. On a trouvé un rythme, une fibrillation. Donc, on a commencé la première défibrillation ou le premier choc électrique. Le malade a récupéré un rythme cardiaque. On a récupéré un pouls, donc on va assurer une oxygénation. Le malade, après 5 à 10 minutes, il a refait un deuxième arrêt. Donc, il faut commencer le massage cardiaque et mettre un défibrillateur. Donc, mettre une sonde d'intubation et toujours continuer avec l'adrénaline. Le malade récupère, donc on va le transférer dans un service spécialisé. C'est une réanimation faite dans un service en intra-hospitalier. En extra-hospitalier, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'on a souvent l'absence d'un défibrillateur. Ailleurs, en France, ils ont les défibrillateurs semi-automatiques à portée de main. Ils les mettent dans un coin, comme un ECG. Il va le mettre sur le thorax. Si je ne suis pas médecin, il va détecter le trouble du rythme. Il va déclencher un choc électrique. Et je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter cette transmission. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, vous pouvez l'écrire. Je vous remercie. Essayez de voir votre cours donc je vous ai remis un cours en Word, c'est-à-dire un cours écrit. Le cours se termine par des références bibliographiques. La dernière référence est un site internet. Donc il y a toujours une mise à jour des articles des arrêts cardiaques. Essayez de faire une lecture donc de ces bibliographies. Je vous remercie. Merci beaucoup.